Bonjour à toutes et tous, très heureux d'ouvrir cette seconde table ronde de l'après-midi. Moi, je suis Dominique Grasse, donc je suis le chef du département Nations Unies et Affaires transverses à la Direction générale des relations internationales et de la stratégie au ministère des Armées. Le département dans lequel travaille Julie Bonneau-Dorin qui a fait l'introduction tout à l'heure. Donc après cette première table ronde très intéressante qui portait sur une vision globale de la sécurité climatique, aussi bien du point de vue français, des points de vue européens, américains, canadiens, et dans les logiques d'intégration pour l'OTAN. On vous propose pour cette deuxième session de travailler sur les enjeux stratégiques dans un contexte international en tension. Et pourquoi ? Parce qu'on constate, et tous et toutes, le durcissement des relations internationales, une certaine brutalisation dans les rapports de force qui se multiplient, avec une aggravation des conflits de haute intensité et qui tendent peut-être à reléguer à un second plan les enjeux de sécurité climatique. Donc notre objectif ici, c'est de montrer que ces enjeux perdurent et demeurent, et qu'il ne faut pas les minorer en dépit de la situation géopolitique actuelle. Il continue ces enjeux de sécurité climatique d'aggraver la situation. Il y a des conséquences aussi bien sur la sécurité humaine que sur la stabilité internationale. Donc il nous paraît judicieux, je l'ai dit, de poursuivre notre réflexion collective sur l'intégration de ces enjeux dans la recherche, dans l'anticipation stratégique et dans l'action publique. Donc l'objectif de cette table ronde, c'est d'analyser les différentes réponses possibles au changement climatique et de montrer en quoi ces solutions peuvent avoir des effets, sinon contrastés, peut-être ambivalents. Donc, comment ces réponses peuvent contribuer à la fois à accroître, à générer de nouvelles formes de tension et de conflictualité, on va le voir avec la géo-ingénierie solaire, mais aussi poser des nouveaux défis et des réponses aux enjeux de sécurité humaine, comme dans les opérations HADR. On verra également comment ces dynamiques sont prises au niveau global sur les enjeux de climat, paix et sécurité au niveau des Nations Unies. Et bien sûr, on aura l'occasion de voir comment l'armée française s'adapte à cette nouvelle situation. Et c'est pourquoi je suis très heureux d'accueillir à cette table ronde mon général, Rodolphe Hardy, officier général anticipation et synthèse à l'état-major de l'armée de terre, Mahaska, qui nous suit en ligne, responsable des affaires publiques au sein de la division des politiques et de la médiation du département des affaires politiques et de la conciliation de la paix, DPPA en anglais, au sein des Nations Unies, donc en visio. Est-ce que vous nous entendez bien, Maha ? Oui, je vous entends très bien. Merci. Merci. Éléonore Dufaux, chercheuse au programme Climat, Environnement et Sécurité de l'IRIS, au sein de l'Observatoire. Et Sophia Cabège, chercheuse associée également au programme Climat, Environnement et Sécurité de l'IRIS. Et peut-être, je vais commencer avec toi, Sophia, sur les enjeux de géo-ingénierie solaire. Donc, il y a quelques jours, un officier, justement, me disait que là, face au pic de chaleur, on se demandait si la géo-ingénierie solaire ne pouvait pas être une solution qu'on aurait pu explorer plus avant. Elle est souvent présentée comme une solution au défi du réchauffement. Mais aujourd'hui, cette solution occupe aussi une place croissante dans les enjeux de sécurité. Elle gagne en visibilité. Il y a un article récent qui vient de paraître dans la presse de Pascal Lamy sur le sujet. Peut-être tu y reviendras. Ces technologies sont fortement débattues. Peut-être serait-il intéressant que tu nous en présentes les différentes approches, que tu nous expliques en quoi elles sont perçues comme des solutions ou des problèmes, et comment elles sont peut-être aujourd'hui déjà
des vecteurs de tension entre les États. À toi la parole. Bonjour à tous et à toutes. Merci Dominique pour l'introduction et j'en profite ici aussi pour remercier l'équipe de l'Observatoire actuel, donc Éléonore, Mathilde et les autres membres pour l'invitation, parce que j'ai commencé aussi ici il y a plus de 7 ans en tant que stagiaire. Donc, je suis très heureuse de voir l'Observatoire continuer d'évoluer et de susciter l'intérêt des institutions et de voir tout le travail aussi qui est fait par ces équipes-là. Donc en effet, aujourd'hui, je vais vous parler de modification du climat ou de géo-ingénierie. Alors, étant donné que c'est un thème qui est relativement peu connu du public général, je vais commencer par vous expliquer de quoi il s'agit. Et puis on abordera ensuite ce qui constitue en fait le cœur, donc de mon sujet de recherche, c'est-à-dire essayer de comprendre dans quelle mesure est-ce que à la fois le développement et le potentiel déploiement de ce type de technologie peut s'intégrer dans les dynamiques de rivalité de puissance et peut également créer des risques pour la sécurité internationale, mais également pour la sécurité nationale de la France. Alors, petit point de contexte, ne pas confondre modification du climat et modification de la météo. La modification de la météo, vous en entendez probablement parler. Il s'agit en fait ici de venir altérer les conditions atmosphériques dans le but soit de provoquer des précipitations, soit par exemple d'éviter la grêle. Donc la modification de la météo à travers l'ensemencement des nuages, c'est une pratique qui est largement diffusée aujourd'hui dans plus d'une 50aine d'États, y compris en France. On l'utilise notamment au-dessus des parcelles viticoles pour éviter les dégâts que crée la grêle. Petit point historique, la modification de la météo, qui consiste, comme je l'ai dit, donc à modifier les conditions atmosphériques, se fait sur un temps réduit et sur un espace aussi assez réduit. Donc, elle a d'abord été utilisée dans un contexte militaire à des fins opérationnelles, et ça a notamment été le cas dans le cadre de l'opération Popeye au Vietnam, où l'armée américaine a eu recours à la modification de la météo avec un objectif tactique, celui de prolonger la saison des moussons et d'embourber les troupes au sol. Alors, je vous rassure, en tout cas, je vais le tenter. Elle a depuis été interdite. Donc, il est interdit désormais, depuis 1976, de modifier les conditions environnementales dans le cadre d'opérations militaires. Mais voilà, donc petit point de contexte, ne pas confondre ce dont on va parler juste après avec ceci, la modification de la météo, qui, comme je le disais, est largement diffusée aujourd'hui dans le monde et qui pose plein de problèmes dont on pourra parler, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Alors, un petit point de contexte, avant de parler des technologies de modification du climat ou géo-ingénierie solaire, il faut rappeler le contexte, notamment le contexte politique que vous connaissez tous avec l'accord de Paris qui se centre sur un objectif de température, de réduction des températures, ou en tout cas de limiter l'augmentation de la température moyenne globale, comme vous le savez, à 1,5 degré ou 2 degrés au-dessus de la température pré-industrielle. Cet objectif de température, il est fondamental. C'est vraiment fondamental de le rappeler lorsqu'on va parler des techniques de modification du climat, parce qu'elles vont justement se concentrer sur cette température-là, sur cet objectif de température dont vous le savez, et c'est le contexte aussi qu'il faut poser. On est en passe de dépasser ces plus 1,5 degrés à l'échelle globale. On les a dépassés sur le continent européen, d'ores et déjà, qui se réchauffe 2 fois plus vite que le reste du monde. Et on a un contexte aussi politique qui se traduit d'une part par des politiques d'atténuation, donc de réduction des émissions qui sont insuffisantes, en cours mais insuffisantes, et d'autre part, une adaptation aux effets des changements climatiques également insuffisante, à la fois en termes de financement, mais aussi en termes de mise en place. Et je pense que la vague de chaleur que nous subissons actuellement et le manque d'adaptation des infrastructures partout nous témoignent, y compris ici en France, un pays industrialisé et développé. Et donc, ces 2 réponses conventionnelles qui sont largement maintenant intégrées dans la gouvernance climatique, il faut atténuer et adapter. Dans ce contexte d'échec relatif de leur mise en œuvre et aussi d'accroissement des impacts des changements climatiques, il y a d'une part un discours de l'urgence à agir, mais aussi un discours d'urgence sur les solutions pouvant être apportées à cette menace que constitue le changement climatique, notamment sur la sécurité humaine. Et donc, on voit émerger tout un tas de discours technosolutionnistes, le recours à la technologie, justement, pour venir agir sur cette température moyenne globale. Et donc, c'est ce qu'on appelle la géo-ingénierie climatique, intervention climatique, modification du climat. Ça dépend, les termes vont varier en fonction des acteurs, mais c'est la même idée. C'est en fait un ensemble de techniques qui vont avoir pour objectif d'intervenir à grande échelle sur le système climatique, soit pour atténuer les changements climatiques, soit pour en réduire les effets.
Donc en fait, quand on parle de la géo-ingénierie, on va avoir 2 grandes familles. Celles qui vont chercher à agir sur les causes des changements climatiques, donc les causes des changements climatiques qui sont l'accumulation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, soit sur ses effets, et en particulier un effet, l'augmentation de la température moyenne globale. C'est pour ça que je vous parlais du contexte et de cet objectif politique qui est le marqueur un petit peu de la compréhension du public de la question climatique. D'abord sur les causes, on ne va pas rentrer dedans, mais pour que vous ayez ça en tête, les causes, là, c'est toute une diversité de technologies qui sont développées, qui sont parfois déployées, qui visent à éliminer le CO2 présent dans l'atmosphère. On ne va pas rentrer dedans, si ça vous intéresse, on pourra en reparler plus tard, mais ce n'est pas l'objet de la présentation. Nous, on va se concentrer sur la deuxième famille. La famille qui veut se concentrer sur les effets, et donc c'est l'augmentation de cette température moyenne globale, avec l'objectif de réduire artificiellement la température sur Terre. C'est ce qu'on appelle donc la modification du rayonnement solaire, SRM en anglais. Et donc là, l'idée, telle qu'elle est développée par les scientifiques qui y réfléchissent, c'est ce qu'on appelle l'approche par l'overshoot, du dépassement. En gros, on sait qu'on va dépasser les 1,5. Le temps qu'on mette en place ces politiques de décarbonation, ne devrions-nous pas recourir à une technologie qui nous permettrait de bloquer l'augmentation des températures en attendant? On va revenir là-dessus et à quel point ça peut être problématique. Mais voilà le narratif à travers lequel cette technologie a été mise en avant. Ce qui est important, et là vous le voyez à l'image, donc vous avez différents types de méthodes qui sont proposées. En haut, l'injection d'aérosols stratosphériques, qui est celle sur laquelle je travaille le plus. Pourquoi? Parce qu'elle aura un effet global, on va y revenir. Une deuxième méthode qui consiste à amincir les nuages qui sont en très haute altitude, qui attrapent la chaleur, donc afin qu'ils la libèrent. Et enfin, le blanchiment des nuages marins, qui consiste à augmenter l'effet réfléchissant. Dans toutes ces technologies, ce qui est important en fait et qu'on doit retenir, c'est le même objectif. On va chercher à jouer avec l'effet d'albédo, l'effet de réfléchissement. On va venir bloquer une certaine quantité de rayonnement solaire afin qu'elle soit ne pénètre pas dans l'atmosphère, soit si elle pénètre, la refléter vers l'espace. Donc, pour le dire en termes un peu barbares, c'est réduire le bilan radiatif terrestre, la quantité de soleil qui rentre sur Terre. Donc c'est ça l'objectif de ces technologies-là, qui, comme nous le verrons, ne sont pas et ne sont plus de la science-fiction. C'est bien naturel, lorsqu'on cherche à agir sur le système climatique dans son ensemble, il y a beaucoup de risques qui les accompagnent, à la fois sur les systèmes naturels, mais aussi sur les systèmes humains qui dépendent justement de la stabilité des systèmes naturels. Alors, la première chose que je souhaite dire ici, c'est qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes qui subsistent. Ce que l'on sait, c'est que l'objectif technique, c'est-à-dire la capacité de ce type de technologie à en effet bloquer le rayonnement solaire, on sait que ça peut fonctionner parce qu'on a des analogues naturels, notamment les volcans. Lors d'énormes éruptions volcaniques, on a pu constater, mesurer une baisse de la température moyenne globale, notamment en 91. Donc le principe physique, il est vérifiable, il y a un consensus sur ce principe physique. Par contre, il ne faut pas isoler l'objectif de température de toutes les autres composantes du système Terre, et en l'occurrence, au-delà de toutes les incertitudes qu'il demeure sur l'effet sur les écosystèmes, par exemple sur les rendements agricoles, sur les êtres vivants, sur notre santé psychologique également, on sait déjà, à travers les études qui ont été menées, qu'il y aura notamment des modifications des régimes de précipitation, à la hausse ou à la baisse, donc des sécheresses plus importantes par endroit, des inondations plus importantes par d'autres. Il y a également un phénomène important à ne pas sous-estimer, c'est que cette technologie-là ne vise pas du tout à agir sur les causes du changement climatique, d'accord? On ne se concentre pas sur l'origine, c'est vraiment gérer l'effet, c'est vraiment un pansement. Et donc, la poursuite, par exemple, du phénomène d'acidification des océans ne serait absolument pas abordée et elle cause de nombreuses problématiques, y compris pour les écosystèmes marins. Je l'ai mentionné, les rendements agricoles, et puis enfin, un risque fondamental qu'il faut toujours rappeler, c'est celui du choc terminal. Alors j'ai envie de dire, l'idée est dans le nom. Le choc terminal, c'est un risque majeur qui est associé à ce type de technologie. Si elle venait à être déployée sur un temps long, et qu'on aurait en effet ce effet de refroidissement, on en deviendrait dépendant, tellement dépendant en fait qu'on devrait maintenir cela pendant plusieurs années, plusieurs générations, et si ça venait à être interrompu, on risque une remontée rapide, trop rapide des températures, tellement rapide en fait que ni les écosystèmes ni les sociétés humaines ne pourraient s'y adapter. D'où le nom de choc terminal. Donc il y a un risque très important, mais malheureusement, malgré ces risques-là, la recherche se poursuit, et je vous le montre ici avec les financements notamment.
Alors pour que vous ayez en tête un petit peu l'ampleur des financements, donc d'abord, 2 tendances à noter, une augmentation continue depuis 2020, donc on a vraiment une nouvelle mode, hein, un nouvel investissement dans ce type de technologie-là. On comptabilise un peu plus de 200 millions de dollars, qui est relativement faible, si on peut le comparer à d'autres technologies. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que jusqu'aujourd'hui, donc jusqu'en 2026, la plupart des études étaient faites en laboratoire, ou sur des ordinateurs, donc des modèles, donc ça ne nécessitait pas des investissements massifs, notamment par exemple l'utilisation d'avions, leur modification. Là, on entre à ce moment-là, et vous allez le voir, on a des financements nouveaux qu'on n'avait pas avant qui commencent à émerger. Et puis la deuxième tendance à observer, c'est que d'une part, le financement philanthropique dépasse le financement public, et d'autre part, que depuis 2023, le financement commercial, donc venant des startups, venant des venture capital, dépasse à la fois le philanthropique et le public. Donc on a des acteurs privés qui investissent ce domaine avec des montants qui dépassent largement, c'est ce que vous voyez en bas, les montants qui sont disponibles et qui sont octroyés par la puissance publique et par la philanthropie. Et puis enfin, très important lorsqu'on parle de changement climatique et de gouvernance climatique, les enjeux de justice et de distribution. Au niveau des financements, ce sont les États-Unis qui dominent très largement, et les chercheurs du Sud sont complètement marginalisés. Alors, en parlant des Suds, hein, bien sûr, c'est un terme qu'on peut critiquer, mais si on va regarder où vont les financements, il y a seulement 2% qui vont chez les chercheurs dans les pays en développement sur ce type de technologie-là. Donc, c'est extrêmement, extrêmement faible. Et donc, on a des dynamiques de domination et de marginalisation dans ce champ de recherche. Deuxième point très important, une question que vous posez sûrement, c'est est-ce que c'est autorisé? Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut déployer ce type de technologie? La réponse est la suivante, il n'existe aujourd'hui aucun cadre qui régule la modification du climat. Il y a certains aspects qui peuvent être encadrés sur des cadres existants. Par exemple, la Convention pour la biodiversité biologique dispose d'un moratoire qui interdit les expérimentations de type bio-ingénierie pouvant atteindre la biodiversité, mais elle a des limites. Les États-Unis, par exemple, n'en sont pas signataires. Elle ne serait donc pas assujettie à l'application de cette convention-là. On a d'autres conventions comme ça qui pourraient être appliquées, mais de manière très éparse et absolument pas sur l'entièreté. En tout cas, ce n'est pas du tout interdit. On ne peut pas empêcher aujourd'hui un acteur de le faire. L'autre point très important, c'est que dans le contexte international actuel, il est très peu probable, voire impossible, qu'on voit émerger un cadre de gouvernance contraignant de ce type de technologie. D'une part, parce que dans l'histoire, on a pu le voir, les cadres environnementaux ne sont pas contraignants, ils sont largement volontaires. Et d'autre part, parce que le contexte géopolitique fait que parvenir à contraindre les États dans leur ensemble sur un type de technologie qui, on va le voir, est un nouvel instrument de puissance en fait dans les relations internationales est très compliqué. Mais donc, on voit par contre l'émergence de dynamique volontaire, par exemple le Solar Geoengineering Non-Use Agreement, qui est donc une proposition qui a été mise en avant par plus de 600 chercheurs dans le monde, qui a ensuite été suivie par plusieurs pays, notamment en Afrique, qui ont secondé cette proposition-là. Donc là, c'est un moratoire sur l'utilisation de ces technologies-là, qui est une proposition intéressante. On voit aussi émerger aux États-Unis, alors là, c'est dans une sphère un peu différente, on a une sphère complotiste aux États-Unis, qui prétend donc que ces technologies sont déjà utilisées et qu'elles sont utilisées non pas pour le climat, mais pour contrôler la mentalité des personnes, pour les stériliser, etc. Donc c'est la théorie des chemtrails, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Bref, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, ça a une dimension très politique, tellement politique, en fait, ces conspirations ont pénétré bien sûr également les sphères républicaines et ont mené à des interdictions dans certains États, vous les voyez à l'écran en rouge, le Tennessee, la Floride et la Louisiane, qui interdisent la géo-ingénierie comme si elle arrivait à exister déjà, ce qui n'est pas le cas. Donc il y a des grosses confusions, mais on voit émerger tout ça. Alors, quand je vous ai présenté les différentes techniques, je vous ai parlé de l'injection d'aérosols dans la stratosphère en haut. Là, je vais vous zoomer là-dessus. Pourquoi? Alors, l'injection d'aérosols stratosphériques, c'est la seule technologie, parmi toutes celles dont je vous ai parlé, qui aura un effet global. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peu importe si un acteur étatique a décidé ou non de la déployer, a été impliqué ou non dans les modalités de déploiement, il sera affecté par les conséquences. Les conséquences bénéfiques s'il y en a, mais aussi les conséquences délétères. Et donc, en ce sens, du point de vue des relations internationales, c'est extrêmement, extrêmement intéressant. Et donc, cette technologie, l'injection d'aérosols stratosphériques, à quoi ça consiste? C'est pas très compliqué. On va envoyer des avions
dans la haute atmosphère, des avions transformés qui vont diffuser des aérosols réfléchissants, comme je vous l'ai dit, pour refléter une partie du quantité des rayonnements solaires. Très rapidement, je voulais vous montrer un panorama des projets les plus marquants, récents. Le Exploring Climate Cooling, qui vient donc du Royaume-Uni, qui est le premier projet d'ampleur financé par la puissance publique. Et donc là, on peut comptabiliser 56 millions de livres sterling, financer 12 projets dans 22 pays, et ça compte notamment des expérimentations terrain de petite échelle. Là, on est vraiment dans un marqueur, un tournant en 2026. On passe à des expérimentations à petite échelle, ce qui n'avait jamais été le cas auparavant. Et c'est pour ça que les montants commencent à augmenter, notamment avec celle que vous voyez au milieu, qui est une start-up israélo-américaine, Stardust Solutions, qui a réussi à lever 75 millions de dollars en levée de fonds, qui est une méthode complètement différente, auquel participent par exemple le PDG d'OpenAI, Sam Altman, des dynasties issues de l'automobile, des personnes qui viennent des venture capital et des fonds d'investissement qui investissent dans ce type de technologie. Et surtout, et là point important, on a un switch complet. Cette start-up propose de commercialiser la technologie. Donc on a un but de profit derrière. Elle propose de commercialiser en la vendant à des gouvernements. On ne sait pas lesquels, on ne sait pas quel gouvernement serait digne de recevoir et d'être du coup les acquéreurs de ce type de technologie, avec des pratiques très opaques, donc ils ne publient pas leurs avancées scientifiques, on ne sait pas où ils en sont, enfin des choses vraiment problématiques en fait dans un champ, comme l'a dit Dominique, qui est très polarisé, très controversé à juste titre, en raison de ces risques. Et puis dernier exemple pour que vous ayez en tête un peu l'écosystème, Make Sunset, qui est une start-up encore une fois américaine, qui elle propose des crédits à refroidir sur le même modèle que les crédits carbone. Donc les individus vont acheter, et il y a déjà eu plus de 1000 ballons qui ont été envoyés avec des milliers d'acquéreurs en ligne de crédits à refroidir pour compenser leur empreinte, qui a même déposé un brevet, cette start-up. Alors il n'y a pas d'effet sur le climat, parce que les quantités d'aérosols sont trop faibles, mais ça vous montre un petit peu l'approche aussi commerciale qu'il peut y avoir derrière et les problématiques que ça peut soulever. On arrive sur l'aspect qui est mon cœur, et j'aurai 2 slides et après j'en finirai, mais c'est important je pense de poser le contexte avant d'évoquer les enjeux de sécurité. Donc je vous ai dit qu'il n'y a pas de cadre de gouvernance, donc rien n'empêche de déployer ces technologies-là. Il y a donc plusieurs hypothèses de déploiement. L'hypothèse qui est pour l'instant celle qui est sous-jacente à tous les modèles qui essayent de comprendre quel serait l'effet de cette technologie-là, c'est une hypothèse multilatérale, coordonnée. Donc, on ne se pose pas vraiment la question, est-ce qu'il y aurait un désaccord? On part du principe qu'en fait, toute la communauté internationale se mettrait d'accord sur l'objectif de température et que donc, ça serait fait de manière coordonnée. Donc, je vous l'ai dit, ça c'est très peu probable, c'est même complètement impossible parce que, encore une fois, la distribution des effets bénéfiques et des risques sera très différente. Donc, certains États pourraient avoir des bénéfices et d'autres non. Donc, le deuxième scénario, la deuxième hypothèse, c'est un déploiement unilatéral par un seul État. Troisième, minilatéral, une coalition d'États avec des intérêts similaires ou avec des États capables d'asseoir une coercition sur d'autres pour les suivre dans ce déploiement. Et puis enfin, ne pas sous-estimer le déploiement d'acteurs non étatiques, notamment de la part de personnes type Elon Musk. Je précise Elon Musk parce qu'il a vraiment une approche très particulière sur ce type de technologie qui s'inscrit dans sa perspective de terraformation et de transformation de l'atmosphère. Donc, ces différents scénarios de déploiement et pourquoi est-ce que cette technologie est un enjeu de sécurité? D'abord, et j'ai explicité, il y a des désaccords qui vont émerger, c'est certain, sur les modalités. Donc déjà, quel est l'objectif? Est-ce qu'on veut juste stabiliser la température moyenne globale, éviter qu'elle augmente encore plus? Est-ce qu'on veut l'abaisser? Si on veut l'abaisser de combien, en fait, de dixième de degré, est-ce qu'on souhaite l'abaisser? Ou est-ce qu'on injecte ces aérosols? Parce qu'en fonction du site d'injection, ce ne sera pas les mêmes effets, je vous l'ai dit. Et donc là, on risque des escalades. Donc d'abord, une contre-géo-ingénierie. Qu'est-ce que c'est la contre-géo-ingénierie? C'est vraiment quelque chose qu'on évalue, c'est-à-dire la capacité à envoyer d'autres aérosols qui vont venir annuler l'effet des aérosols qui ont été envoyés au préalable. Première chose, et puis sinon, des pratiques qui sont plus conventionnelles, entre guillemets, s'attaquer directement aux dispositifs logistiques en attaquant par exemple les bases aériennes ou les avions qui seraient utilisés. Et donc, il y a un risque d'escalade sur les terrains diplomatiques, militaires, économiques, aussi bien sûr dans les relations entre États. On a aussi un deuxième risque sécuritaire qui est très important, à mon sens, c'est le risque d'instrumentalisation des conséquences environnementales. Je vous l'ai dit tout à l'heure, une des principales conséquences, c'est la modification des régimes de précipitation. Et en l'occurrence, ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, et on ne sera jamais capable en fait de pouvoir attribuer l'occurrence d'un aléa isolé
par exemple, une tempête particulière, une inondation particulièrement violente, une sécheresse, et cetera. On ne peut pas isoler un aléa et attribuer l'origine. On ne pourra pas dire si c'est l'origine, c'est le changement climatique, si l'origine, c'est une intervention, ou si l'origine, c'est la variabilité naturelle du climat. Et donc, dans un contexte, on en a parlé, d'hybridation, en effet, de la conflictualité, et ces zones grises où on va opérer, et ben, ce flou-là, cette ambiguïté sur l'information, ça devient quelque chose qu'on peut exploiter, utiliser, instrumentaliser. Et c'est quelque chose qu'on voit d'ores et déjà dans la modification de la météo. Ce que je vous ai lu au tout début, c'est pas ça dont on parle, qui est déjà déployé. On voit déjà des États qui accusent d'autres de leur voler leurs nuages, voler leurs pluies. C'est le cas de l'Iran, par exemple, avec son voisin israélien et les Émirats, c'est le cas de l'Inde avec la Chine, etc. Donc on voit déjà que c'est intégré dans les pratiques étatiques. Ça, c'est du volet sécuritaire. Mais il y a un autre enjeu qu'on a du mal à saisir, mais qui commence à être saisi, et notamment du point de vue du ministère des Armées, j'en suis très contente, c'est que parce que l'injection d'aérosols stratosphériques permettrait à un acteur étatique ou non étatique de contrôler le climat global, donc de contrôler les conditions d'habitabilité sur Terre, elle constitue ce qu'on appelle une technologie de rupture, une technologie qui va modifier la manière dont les États vont s'entretenir les uns avec les autres et la manière dont ils vont pouvoir asseoir leur puissance sur la scène internationale. Ils vont avoir un nouveau niveau de contrôle. Et donc de ce point de vue-là, ce qu'on voit émerger, c'est une dynamique de compétition entre puissances pour acquérir ces technologies-là, pour la maîtriser avant que son adversaire, son compétiteur ou même son allié ne la maîtrise. Et c'est vraiment un enjeu de souveraineté pour un État, parce qu'un autre État pourrait être capable en fait de contrôler le climat sur son territoire. Et c'est quelque chose qui est important notamment pour la France, au regard de ses territoires situés sur plusieurs latitudes, et donc une distribution des risques et des bénéfices qui est encore plus complexe que pour un territoire qui est situé qu'à un seul endroit. Et on voit ça vraiment entre la Chine et les États-Unis, l'intégration aux rivalités de puissance avec l'émergence dans les courants conservateurs républicains aux États-Unis, qui sont climato-sceptiques, je le rappelle, un intérêt pour ces technologies-là, non pas du point de vue de leur effet sur la température moyenne globale, c'est pas ça qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est comment empêcher la Chine de contrôler le climat sur notre territoire. Et donc on se rend compte comment une technologie, finalement, qui à la base visait à être une solution, comme tu le mentionnais, au changement climatique, apporte toute une diversité de risques qui n'étaient pas anticipés, qui sont aujourd'hui soulignés et que je voulais vous présenter dans la présentation. Désolée si j'ai été un peu longue. Non, merci beaucoup, Sophia. Comme souvent, présentation très pédagogique sur ce sujet qui émerge dans le débat public, et je pense que tu as posé la bonne problématique pour montrer comment il doit être appréhendé dans toutes ses facettes, y compris sur les enjeux de rivalité de puissance qui sont complètement inaperçus aujourd'hui ou pas suffisamment aperçus par le débat public. Et alors peut-être en contrepoint justement sur ces enjeux d'insuffisante gouvernance, je vais me tourner vers Maaska à l'ONU, qui au sein du Climate Security Mechanism travaille aussi à l'appropriation de ces enjeux de sécurité climatique, plutôt sous le versant là de la coopération entre États. Alors, si vous le souhaitez et si vous le pouvez, revenir sur ces définitions de la sécurité climatique telle qu'elle est appréhendée dans le cadre onusien, surtout aujourd'hui, à l'heure des dynamiques actuelles, avec une brutalisation des rapports internationaux, une augmentation des conflits en nombre et en intensité. Quelle réponse le Climate Security Mechanism apporte-t-il? Et enfin, dans quelle mesure la notion de climat, paix et sécurité, Climate Peace and Security, CPS, dans le langage onusien, s'inscrit-elle dans une approche davantage centrée sur la résilience, et comment elle rentre peut-être en écho avec les enjeux et les problématiques des pays du Sud en particulier? Maha, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci pour l'opportunité de participer à cette table ronde. J'aurais aimé être parmi vous à Paris. Je voulais juste savoir si vous aviez ma présentation. Euh, Je suis pas certain. Oui, c'est bon. Elle c'est va bon, être chargée. parfait. On va pouvoir la voir. Très bien. Je ne sais pas du coup si vous me voyez toujours ou si...
Au besoin, je vous l'envoie. Elle est vraiment juste Non, on voit la présentation. Très bien. Vous pouvez m'indiquer quand vous souhaitez faire défiler les slides. D'accord, très bien. Alors, brièvement, les interventions précédentes ont abordé le lien entre changement climatique et sécurité, essentiellement sous cet angle du risque opérationnel et du risque que cela fait peser sur les forces armées et la défense. Euh, et moi, je souhaiterais orienter la discussion dans une direction légèrement différente. Euh, Parce que c'est comme ça que nous abordons ces sujets depuis le lieu où je travaille, qui est donc, vous l'avez mentionné, le département des affaires politiques et de la consolidation de la paix. Vous pouvez mettre la diapositive suivante. C'est un acronyme très, enfin c'est très long. Euh, et, euh, et donc DPPA, qu'est-ce que c'est? Je voulais faire une brève présentation parce que c'est peut-être assez méconnu. Donc, c'est l'entité des États-Unis chargée de la prévention des conflits, de la diplomatie préventive et de la médiation, et qui fournit des éléments d'alerte précoce aux pays membres et au secrétaire général. Euh, et donc, on fait ça évidemment en étroite collaboration avec les organisations régionales et également les missions politiques spéciales. Donc, qu'est-ce que ces missions politiques spéciales? Je réalise aussi qu'elles sont moins connues que les missions de maintien de la paix. Donc, je tenais à dire un mot là-dessus. Euh, c'est des missions qui sont mandatées également par le Conseil de sécurité de l'ONU, mais peuvent aussi être mandatées par l'Assemblée générale. Et elles le sont souvent au titre du chapitre 6 de la Charte des Nations unies, s'appelle Règlement pacifique des différends. Et leur but, c'est vraiment d'appuyer la prévention des conflits, la médiation, les bons offices. La principale distinction entre ces missions politiques spéciales et les missions de maintien de la paix, c'est qu'elles sont exclusivement civiles, donc sans personnel militaire. Et elles peuvent comprendre des envoyés spéciaux, des bureaux régionaux, mais aussi des bureaux pays. Euh, et donc, vous vous demandez peut-être quel rapport avec le changement climatique. Donc nous, dans mon département, nous ne sommes pas des experts du changement climatique, mais mon rôle, par exemple, dans l'équipe climat, paix et sécurité, consiste à fournir des conseils techniques et politiques pour mieux comprendre comment ces risques environnementaux et climatiques affectent les efforts de paix et de prévention et de médiation. Donc moi, mon travail, je me concentre sur le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, l'Afrique centrale et de l'Ouest. Et puis, je travaille aussi au sein du mécanisme de sécurité climatique que je vais vous présenter plus tard. Donc, on l'a bien entendu dans les autres interventions, que le changement climatique est un multiplicateur de menaces et on reconnaît évidemment qu'il représente une pression à laquelle les forces armées doivent s'adapter. Et en fait, c'est le même constat qui s'impose à nous aux Nations Unies, parce que sur les 25 pays les plus vulnérables au changement climatique, eh bien, 16 d'entre elles sont actuellement couvertes par le mandat d'une opération de paix de l'ONU. Donc, opération de paix, c'est à la fois mission de maintien de la paix et mission politique spéciale. Et il se trouve que ces pays-là, qui sont les plus vulnérables, sont aussi ceux qui sont les moins équipés pour faire face à ces chocs. Et sur ces pays, il y en a un grand nombre qui sont également touchés par le conflit. Donc en fait, un chiffre que je voulais vous mentionner, c'est que 70% des pays les plus vulnérables au changement climatique figurent également parmi les pays les plus fragiles. Et on ne pense pas que ce soit une coïncidence. Alors on a entendu que c'était pas un lien de causalité, tout à fait. Il y a d'autres facteurs qui entrent en compte dans ces liens. Mais le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui, c'est que oui, le changement climatique représente un risque, mais il peut, et il le fait déjà dans plusieurs endroits, encourager la coopération.
Et c'est pour cette raison-là que c'est devenu un enjeu et une partie intégrante de notre travail. Un autre chiffre que je voulais mentionner, c'est que depuis 2017, le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix a investi plus de 200 millions de dollars dans des projets donc, de consolidation de la paix qui ont un lien avec soit le climat, soit l'environnement. Et on voit que la demande pour ce type de projet augmente. Au cours des 5-6 dernières années, 30% des requêtes des États membres auprès de ce fonds concernent des questions liées au climat et à l'environnement. Ensuite, le sujet suivant dont je voulais vous parler, qui a été déjà mentionné par Madame Ronia Scheller, c'est le Conseil de sécurité. Donc, je vais passer très rapidement sur ce sujet. Donc, le Conseil a abordé pour la première fois la question de la sécurité climatique en 2007. Et puis, il a adopté une déclaration présidentielle en 2011 qui indiquait que le Conseil devait tenir compte du changement climatique lorsqu'il alimente un conflit. Une déclaration présidentielle, qu'est-ce que c'est? C'est une déclaration dans laquelle tous les pays qui siègent au Conseil à ce moment-là, donc les 15 pays, sont d'accord. En 2017, il y a eu l'adoption de la résolution 2349 qui a reconnu les effets néfastes du changement climatique et des changements écologiques sur la stabilité du bassin du lac Tchad. Cela a fait suite à une visite des membres du Conseil de sécurité dans la région, qui leur a permis d'entendre de la part des communautés, de la part des autorités directement, et de voir en quoi le stress climatique et le rétrécissement du lac Tchad aggravaient les facteurs à l'origine de l'insurrection Boko Haram notamment. Et puis en 2021, une résolution du Conseil de sécurité qui aurait permis de faire de cette question-là un sujet systématique pris en compte par toutes les missions de l'ONU n'a pas été adoptée en raison d'un veto d'un membre permanent. Mais je tenais à mentionner que cette résolution a quand même reçu un coparrainage de plus de 100 pays, soit le deuxième plus grand nombre de coparrains de l'histoire du Conseil. Et ça, c'est pour vous dire le soutien qu'il y a des pays membres pour la prise en compte de ces questions dans le travail des efforts de paix et de sécurité de l'ONU. Si vous pouviez passer au slide suivant, s'il vous plaît. Merci. Alors ça, c'est un tableau de bord que notre département alimente et présente. Et en fait, il garde toutes les fois où le Conseil de sécurité a statué, que ce soit dans des résolutions ou dans des discussions sur cette question. Vous pouvez le trouver en cherchant sur Google Climate Peace and Security Dashboard. Et vous verrez qu'il retrace l'évolution du langage dans le mandat du Conseil de sécurité avec différentes variations dans les notions employées. Ça peut être changement climatique, catastrophe naturelle, sécheresse. Parfois, on parle des manifestations du changement climatique plutôt que le changement climatique lui-même. Et on peut voir évidemment qu'il y a Enfin, on ne le voit pas dans cette diapositive, mais si vous vous baladez sur ce tableau de bord, vous pourrez voir qu'il y a vraiment un pic de langage observé autour de l'année 2021. Si vous pouvez revenir dans la slide d'avant, je voulais juste mentionner qu'à ce jour, le Conseil de sécurité a reconnu les effets du changement climatique sur la stabilité de 5 missions politiques spéciales et 5 opérations de maintien de la paix. Je vais les citer dans l'ordre des pays par ordre alphabétique. Donc, pour les missions politiques spéciales, il y a l'Afghanistan, le Bureau en Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, la Libye et à Haïti.
Et pour les opérations de maintien de la paix, il y a la mission en République démocratique du Congo, la mission au Sud-Soudan, la mission en République centrafricaine, la mission à Chypre et enfin la mission à Abyei. Évidemment, ces mandats sont renouvelés régulièrement, donc c'est une partie de notre travail, c'est de suivre cette évolution-là. Et voilà, je voulais clôturer cette partie-là en disant que, effectivement, à New York, si cette thématique a commencé par l'appellation Climate Security, vous entendrez aujourd'hui plus parler de Climate Peace and Security, et l'ajout du terme paix traduit justement cette prise de conscience croissante que la question du changement climatique et surtout la question de la gestion des ressources naturelles peut ouvrir un espace pour le dialogue, pour la collaboration, que ce soit entre les communautés, mais aussi entre les États. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Et ceci m'amène à vous parler du mécanisme de sécurité climatique, dont je fais partie de l'équipe basée à New York et qui a deux objectifs principaux. Le premier, c'est faire en sorte que les efforts en matière de paix et de sécurité tiennent en compte justement des facteurs climatiques et environnementaux. Donc c'est de ça que je parlais tout à l'heure. Et puis faire en sorte aussi que les mesures prises pour lutter contre le changement climatique, donc climate adaptation or mitigation, ne génèrent pas elles-mêmes de nouveaux risques de conflit. Donc ce mécanisme a été créé en 2018. Il s'agit d'une initiative conjointe de 4 entités de l'ONU, donc mon propre département d'IPPA, ainsi que le département des opérations de maintien de la paix, qui apportent leur expertise en matière d'analyse politique, d'alerte précoce, de prévention des conflits. Il y a également le programme des Nations Unies pour le développement, qui fournit une capacité technique, plutôt en matière d'adaptation, de changement climatique, et aussi de réduction des risques de catastrophes. Et le programme des Nations Unies pour l'environnement, qui mobilise tout un réseau et une expertise scientifique. Et donc, qu'est-ce que fait ce mécanisme? Il a 4 priorités. D'abord, l'appui à l'analyse et l'action sur le terrain. J'y reviendrai. Le deuxième pilier, c'est le plaidoyer, le développement de partenariats. Le troisième, c'est la coproduction de connaissances, parce qu'effectivement, c'est un sujet relativement récent. Et enfin, le dernier, c'est le renforcement de capacité. Et diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc cette priorité-là d'action sur le terrain, elle se traduit notamment par le déploiement de conseillers spécialisés en changement climatique, paix et sécurité, qui sont déployés à la fois au sein de missions de l'ONU, donc des missions politiques spéciales et des missions de maintien de la paix, et au sein d'organisations régionales. Donc à ce jour, on en a en Afrique de l'Ouest et au Sahel, en Afrique centrale, dans la Corne de l'Afrique, en Somalie, en Afghanistan, et auparavant, on avait aussi un conseiller en Irak, et également au Pacifique. Et puis, je le mentionnais, ces conseillers sont également déployés ou placés dans des organisations régionales. Donc, il y a auprès de l'autorité du l'IPTACO-Gourma, de la Commission du bassin du lac Tchad et du Forum des îles Pacifiques. Et donc, qu'est-ce que font ces conseillers? Donc, leur rôle dépend largement, bien sûr, du contexte dans lequel ils sont déployés, mais de manière générale, ils conseillent les missions sur les risques actuels et émergents pour la paix et la sécurité qui sont liés aux ressources naturelles, au changement climatique. Ils mènent des travaux donc, de recherche, d'analyse, et puis ils développent des réseaux, des partenariats pour renforcer la coordination et aussi renforcer
les compétences des différents partenaires des Nations Unies dans les pays et les régions où ils sont déployés. Et je souhaitais aussi saluer le soutien généreux de nos bailleurs, dont l'Allemagne, le Canada et la France font partie, sans lesquels ce travail ne serait évidemment pas possible. Et je vais passer maintenant à la dernière partie de votre question qui parlait de comment les pays du Sud se mobilisent sur cette question de climat, paix et sécurité. Mais avant, je voulais mentionner un sujet qui n'a pas encore été évoqué, qui est celui de l'accès inégal du financement climatique pour les pays fragiles et en situation de conflit. Donc, je voulais partager avec vous 2 chiffres. Le premier, c'est que entre 2010-2017, les pays en situation de fragilité ont reçu en moyenne 2 dollars par personne et par an pour le financement de l'adaptation, contre 160 dollars par personne pour les pays non fragiles. Donc c'est pour vous dire la disparité entre où ces financements climatiques sont dirigés. Et le deuxième chiffre qui est très parlant, je trouve, c'est que dans les 10 pays les plus fragiles, le financement de l'adaptation ne représentait que moins de 1% des flux mondiaux en 2021. Et on remarque que cet écart se creuse. Et pourquoi c'est important? C'est parce que un volet de notre travail aussi, c'est de permettre d'essayer d'appuyer les efforts pour que ces financements climatiques aillent là où il y en a le plus besoin, et notamment dans les pays les plus vulnérables et les pays en conflit. Et hier, à l'occasion de la London Climate Action Week, le secrétaire général de l'ONU a prononcé un discours dans lequel il disait que l'adaptation est une nécessité économique, un impératif de développement et un impératif de sécurité. Donc on espère qu'il aura été entendu. Et sur la question des problèmes qui peuvent aussi être vecteurs de tensions dans la suite de ce qui était présenté par Sophia, il faut mentionner que souvent, le peu de financement climatique qui va dans ces pays fragiles et en conflit, eh bien, ils ne prennent pas en compte les dynamiques de conflit. Donc, c'est très important que ce soit fait dès la conception des projets pour ne pas conduire à une maladaptation ou à des situations où cela aggrave les tensions existantes. Et puis, pour finir, je vais vous mentionner 3 exemples d'efforts en cours ou passés où les pays, disons, du Sud global se sont emparés de cette thématique. Donc, il y a d'abord à l'échelle continentale, l'Union africaine élabore en ce moment même une position africaine commune, Common African Position, sur le climat, la paix et la sécurité. Cette position est fondée sur sa propre évaluation des risques et qui est basée sur un rapport du président de l'Union africaine. Et notre bureau auprès de l'Union africaine a apporté un appui technique pour ces consultations, mais la position elle-même demeure africaine. Donc on attend ce document et cette reconnaissance par les pays membres de l'Union africaine dans les prochains mois. Il y a aussi dans la Corne de l'Afrique où les États membres de l'Autorité intergouvernementale pour le développement, IGAD, ont chargé celle-ci de créer son propre mécanisme régional de coordination sur la sécurité climatique. Et ce hub a pour objectif de renforcer l'analyse, d'intégrer les considérations climatiques et environnementales dans la médiation et dans les efforts de diplomatie préventive. Nous avons un conseiller dans la Corne de l'Afrique, dans le bureau de la Corne de l'Afrique, qui appuie ces efforts et qui dirige un hub des Nations Unies sur cette thématique. Et puis, au Sahel, enfin, l'année dernière, les conseillers dont je vous parlais précédemment ont appuyé les efforts des pays membres au Burkina Faso, au Mali, au Niger, pour des consultations qui ont permis de valider les premiers plans d'action
stratégiques en matière de climat, paix et sécurité. Donc ils se sont dotés de leur propre cadre de gouvernance sur ce sujet-là. Voilà, donc ça, c'était les 3 exemples que je voulais vous mentionner. Je vais m'arrêter là. Désolée si j'ai été un petit peu longue. Et je voulais aussi vous mentionner une publication que je vais mettre dans le chat. C'est une note pratique sur l'implication des changements climatiques pour la médiation et les processus de paix que mon département a publié, qui devrait être disponible en français également. Donc je vais mettre ça dans le chat. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maha, pour votre présentation. Je crois que vous devez nous quitter à 17h45. Donc, j'espère qu'on aura fini le tour de table pour qu'on puisse prendre peut-être une question. Mais sinon, bon, merci en tout cas de votre intervention depuis New York qui présentait très bien l'émission du MSC. Et notamment de déploiement des conseillers au sein des opérations de paix, aussi bien des opérations de maintien de la paix que des missions de politique spéciale, en rappelant d'ailleurs les initiatives en cours. Et c'est d'autant plus crucial que les événements climatiques aujourd'hui extrêmes sont en forte augmentation. Ils ont été multipliés par 5 depuis les années 70. Au rythme actuel, ces événements, comme l'épisode caniculaire qu'on connaît aujourd'hui, en France, seront amenés à se multiplier, à s'intensifier. Je crois qu'il y a le climatologue Christophe Cassou là, qui fait passer un nouvel acronyme qui me semble assez judicieux. Il appelle ces événements FLIP. Pourquoi ? Parce que plus fréquent, plus long, plus intense, plus précoce. Et bien sûr, plus flippant. Je me tourne vers toi, alors Éléonore, sur ta vision des choses sur les conséquences pour la sécurité des populations sur ces événements climatiques extrêmes. Comment, dans ce contexte, les forces armées peuvent intervenir? Quelle coopération aussi on envisage avec les forces de sécurité civile? Merci beaucoup, Dominique. Oui, alors, on est en train de vivre une canicule précoce et très intense, comme Dominique le disait et comme on le vit tous. Comme vous le savez, la science montre que donc, les événements météo-climatiques extrêmes sont amenés à augmenter en fréquence et en intensité en France et dans le monde. Et donc, les territoires français, qu'ils soient en métropole ou en outre-mer, et on parlera un petit peu plus des outre-mer juste après, ils font face donc à un nombre croissant d'événements extrêmes, que ce soit donc les vagues de chaleur terrestres, marines, les sécheresses, les inondations, les mouvements de terrain, les cyclones, les feux de forêt, etc. Et donc, pour vous donner un exemple, en France, les inondations sont le risque majeur, puisqu'on considère qu'il y a 18,5 millions de Français qui résident dans des zones à risque inondable. Donc c'est un nombre considérable de personnes qui, si ils sont en situation de vulnérabilité, doivent être secourus. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les changements climatiques, ils élargissent en fait les risques, dans le sens où des zones qui n'étaient auparavant pas touchées par des risques vont l'être désormais. Donc, pour vous donner un exemple, en 2022, il y a eu une campagne, il y a eu un été extrêmement chaud qui a mené à des feux de forêt extrêmes, et donc la campagne pour gérer ces feux de forêt était particulièrement difficile. Je pense que le général pourra en parler mieux que moi. Mais donc c'était une campagne qui s'est déployée dans le sud de la France, en Gironde, dans le sud-est, comme à peu près d'habitude, mais également en Bretagne, dans les Vosges et dans le Jura, qui sont des espaces où d'habitude on n'a pas vraiment de feux de forêt, ou alors pas de cette ampleur. Et donc ça crée des nouveaux risques pour des populations qui n'étaient pas habituées à ces risques, et donc ça crée de nouveaux enjeux pour les forces de sécurité civile d'une part, mais également pour les forces armées qui sont amenées également à répondre à ces risques. Et donc comme je vous l'ai dit, les forces de sécurité civile sont les premières à être mobilisées en cas d'événements météo-climatiques extrêmes ou en cas de secours à la population. Mais ce qui nous intéresse particulièrement dans cet observatoire, c'est les intersections entre la défense et le climat. Et donc les forces armées sont également mobilisées en renfort pour la sécurité civile en cas d'événements météo-climatiques extrêmes ou dans d'autres situations qui nécessitent la mobilisation de forces de manière extrêmement rapide et efficace.
Et donc, dans une des notes de l'Observatoire que nous avons sorties en 2024, sur ces enjeux précisément, on a essayé de comprendre s'il y avait une augmentation de ces sollicitations des forces armées par la sécurité civile. Et on a fait donc une collecte de données, qui est une collecte qu'on a essayé d'être la plus complète possible, mais qui a des failles évidemment, puisqu'elle était en source ouverte. Mais on a on a calculé un chiffre qui est tendanciel, qu'il faut prendre avec des pincettes, mais qui est quand même assez parlant, c'est que les interventions de secours d'urgence des forces armées en cas d'événements climatiques extrêmes ont augmenté de 200% entre 2007 et 2023 sur le territoire national. Donc c'est une augmentation énorme qui implique donc de nouveaux défis, de nouvelles manières de s'adapter et de répondre à ces enjeux qui ne sont à la base pas du domaine principal des forces armées. Et lorsque ces interventions, elles ont lieu, elles ont plusieurs objectifs. Donc, elles visent à soutenir la sécurité civile. Elles sont faites sous par demande du ministère de l'Intérieur. Et elles ont pour objectif donc de livrer de l'aide humanitaire, de l'eau potable, de la nourriture, des matériels de premier secours, des groupes électrogènes, des unités pour obtenir de l'eau potable, etc. C'est également l'occasion de mener des évacuations pour soigner les populations, donc des évacuations sanitaires. Et c'est également un moyen de soutenir logistiquement et de manière pratique les forces de sécurité civile, donc d'évaluer les dégâts, de désenclaver des zones isolées, de rétablir des infrastructures ou des axes routiers, etc., des aéroports, des ports, pour participer à la distribution de vivres. Et donc, l'idée de ces actions, de ces interventions, c'est de gérer l'urgence. Les forces armées sont mobilisables de manière très rapide, en grand nombre et de manière très efficace. Donc, elles ont pour mission de gérer l'urgence. Et je voulais insister sur les territoires ultramarins, puisque ce sont les territoires français qui sont les plus impactés par les changements climatiques. Leur vulnérabilité, elle est d'autant plus forte puisqu'il s'agit la plupart du temps de territoires insulaires, donc ils sont éloignés des services qui pourraient être nécessaires, et ils disposent de moyens et de ressources limitées. Et donc, toujours dans la note de l'Observatoire, on a essayé de comprendre quels étaient les risques les plus importants pour les territoires ultramarins dans ces interventions de secours d'urgence. Et donc, on s'est rendu compte que les forces de sécurité civile, elles sont de plus en plus mobilisées dans les territoires ultramarins, mais elles sont insuffisantes, déjà pour répondre aux besoins. Donc les armées sont souvent mobilisées, en fait, de manière quotidienne pour aider la sécurité civile dans plein de missions différentes. Et comme les territoires ultramarins sont de plus en plus touchés par les changements climatiques, il y a de plus en plus de besoins qui doivent être répondus, tout simplement. Et donc, il y a des capacités opérationnelles qui doivent être déployées, qui doivent être renforcées. Et c'est donc, je vais vous donner quelques exemples qui vous montrent comment est-ce que, en fait, les armées répondent déjà avec leurs capacités à des événements climatiques extrêmes, parce qu'ils ont des capacités qui leur permettent de faire ça. Mais les sollicitations vont être de plus en plus importantes. Donc, il faut aussi anticiper ces sollicitations et adapter certains aspects. Et donc, par exemple, dans les Outre-mer toujours, les capacités aériennes, elles sont indispensables dans les interventions de secours d'urgence. Vous comprenez bien pourquoi, ce sont des îles, donc en fait, il faut y aller. Et les avions, les hélicoptères sont les moyens les plus rapides. Donc, il faut des moyens aériens. Ils sont particulièrement sollicités, mais ils sont assez peu nombreux dans les territoires ultramarins. Pour vous donner un exemple, à La Réunion et à Mayotte, les forces armées disposent de 2 avions de transport CASA. Pareil pour les forces armées en Polynésie française. Et le très gros avion qui s'appelle l'A400M, qui est un avion vraiment particulièrement capable de gérer une crise humanitaire parce qu'il peut livrer beaucoup de fret, beaucoup de personnel, il n'en dispose que de quelques semaines par an. Donc en fait, ça fait très peu et ils se le partagent en plus. Donc voilà, vous vous doutez bien qu'il y a des moments où il faut les solliciter particulièrement en saison cyclonique par exemple. Vous avez aussi des capacités amphibies qui font qui font défaut en ce moment, puisque les armées ont désarmé des bateaux qui avaient cette capacité amphibie, donc une capacité de
d'arriver sur une plage, on appelle les capacités de plageage. En gros, il y a des bateaux qui peuvent débarquer sur une plage sans qu'il y ait un quai. Et donc, en cas d'inondation, en cas de tempête, parfois il n'y a plus de quai. Et donc, dans ce cas-là, comment est-ce qu'on arrive? Et donc, en ce moment, ils ne sont pas fonctionnels, ces bateaux-là, puisqu'ils ont été désarmés. Mais il y a d'autres bateaux qui sont en train qui sont actuellement armés. Ils ne disposent pas de la même capacité. Et donc, c'est en ce moment quelque chose qui est pris en compte, qui est connu, puisque dans la loi de programmation militaire, il est expliqué que des bateaux avec des capacités amphibies vont être mis en place et vont être financés et mobilisés pour les territoires ultramarins, mais pas tout de suite. Donc on a encore une petite période en fait là où on a une capacité qui fait défaut, donc qui est vraiment un défi pour les capacités actuelles, enfin les besoins actuels, pardon. Et enfin, un aspect peut-être un peu plus sur les infrastructures, l'ensemble des territoires ultramarins est vulnérable au risque cyclonique. Et donc vous avez des bâtiments militaires, administratifs qui ne sont pas forcément capables de résister à un cyclone. Et donc par exemple, le cyclone Irma qui a frappé Saint-Martin et Saint-Barthélemy en 2017 a partiellement détruit la sous-préfecture et endommagé la caserne de pompiers, l'aéroport et la gendarmerie. Donc en fait, les opérations de secours d'urgence ont été rendues plus difficiles en lien avec cette destruction, ou en tout cas cette destruction partielle. Et donc, c'est un nouvel enjeu. Enfin, ça a toujours été un enjeu, mais là, il devient de plus en plus structurant puisque les cyclones seront de plus en plus fréquents et intenses. Et c'est un enjeu qui est pris en compte dans la stratégie climat-défense, puisqu'il y a un projet de nouveau poste de commandement en Polynésie qui doit être anticyclonique, mais qui doit être donc généralisé à tous les territoires d'outre-mer. Et un exemple d'adaptation en fait des forces armées aux enjeux climatiques, ce sont les brigades militaires de la sécurité civile qui ont été créées en 1959, donc c'est assez ancien, mais qui sont en train d'être renforcées actuellement pour répondre justement à cette augmentation des risques climatiques. Et donc ce sont des brigades de l'armée de terre, et je vous laisserai peut-être compléter après, qui sont mises pour emploi au ministère de l'Intérieur. Et donc elles sont au nombre de 4 aujourd'hui. La dernière, elle a été créée en 2023, suite aux incendies dont je parlais en 2022, qui ont quasiment entraîné une rupture capacitaire des forces de sécurité civile. Et donc il a fallu en fait s'adapter et donc augmenter les capacités des forces militaires de la sécurité civile pour répondre à ces enjeux. Et donc elle a été créée, elle permettra d'augmenter en fait la capacité humaine et matérielle pour les brigades militaires de la sécurité civile qui permettent de limiter les interventions des armées puisqu'elles sont en fait occupées à d'autres interventions, d'autres équipes, d'autres exercices, puisqu'encore une fois, ce n'est pas la responsabilité première des armées de répondre à des catastrophes d'origine climatique. Et donc, ça montre bien les nouveaux défis auxquels on va être confronté et comment est-ce qu'ils sont pris en compte par les armées. Et peut-être pour conclure un dernier point, c'est que ces opérations donc, de secours d'urgence, elles dépassent le cadre humanitaire. En fait, ce qui est intéressant dans notre problématique actuelle dans ce qu'on a évoqué au début de résurgence des conflits de haute intensité et de changement climatique, c'est qu'elles sont au milieu de ces deux enjeux. Les armées doivent pouvoir répondre aux conflits de haute intensité et assumer une fonction de réponse de première urgence, de première nécessité. On va vraiment y avoir une question de choix opérationnel à faire, potentiellement, si on est confronté à une double, voire de multiples crises. Il va falloir en fait se préparer et éviter à tout prix une rupture capacitaire qui pourrait avoir lieu si on est mobilisé pour des feux de forêt en métropole, des cyclones en outre-mer et une mobilisation sur un territoire extérieur dans les prochaines années. Merci beaucoup, Éléonore, pour ce panorama des différentes stratégies et d'enjeux d'adaptation. Donc, transition toute trouvée. Pour vous, mon général, encore merci pour votre présence
à cette table ronde pour que vous évoquiez avec nous ces enjeux d'adaptation pour l'armée, en particulier pour l'armée de terre, et peut-être en quoi aussi elle constitue une perspective de résilience opérationnelle pour les forces armées. Je vous laisse la parole, mon général. Merci beaucoup. Je suis honoré de pouvoir intervenir devant vous et de vous présenter un peu l'action de l'armée de terre dans ce domaine-là. Et puis, j'en profite aussi pour féliciter les travaux de l'Observatoire et lui souhaiter un joyeux anniversaire pour ses 10 ans. Alors, mon intervention sera plutôt pratique, hein. Et n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Dans ces cas-là, sinon je peux faire sans micro, hein, mais c'est peut-être plus délicat pour ceux qui sont en ligne. Donc, pour l'armée de terre, d'abord, le changement climatique, c'est pas une question périphérique. Et c'est une donnée stratégique durable, ça a été beaucoup évoqué par plusieurs prismes ce matin, qui affecte directement notre capacité à remplir notre mission première, qui est en fait de combattre et d'emporter la victoire. Et c'est à travers ce prisme, cette finalité, qu'on aborde les sujets de climat, de conséquences du climat. Je parlerai un petit peu adaptation, je parlerai même un peu en conclusion d'atténuation, même si on va plutôt prudemment dans ce domaine-là, mais j'illustrerai mes propos. Donc, pour nous, je représente là l'armée de terre, hein, la question n'est plus de savoir si nous devons nous adapter, mais plutôt comment préserver notre efficacité opérationnelle dans un environnement physique en fait qui évolue et qui est déjà et qui sera globalement plus exigeant au regard, encore une fois, de la mission qui est la nôtre. Voilà. Et je précise, et ça ouvre un peu à votre question, que je trouvais très intéressante en fin de première table ronde. L'armée de terre, mais on a des approches un peu similaires à nos camarades marins et à nos camarades aviateurs, hein, au sein du ministère. L'armée de terre, au dérèglement climatique et à ses conséquences, associe des sujets connexes, la transition énergétique, la gestion de l'eau et plus largement celle des ressources, celle des déchets. J'y viendrai d'ailleurs en fin d'intervention à travers un exemple, et celui de la biodiversité. Donc tous les sujets, transport stratégique, mobilité militaire, enfin tout ça est directement lié. Bon, d'abord et assez rapidement, une phase de constat. J'irai assez vite puisque je voudrais plutôt vous parler d'action en fait, hein. Mais sur le constat, et ça a été déjà un peu abordé là encore une fois tout à l'heure, le changement climatique, c'est déjà une réalité opérationnelle pour nous. C'est déjà le cas. C'est pas demain. On a beaucoup de travaux prospectifs sur le sujet, hein, puisqu'on se prépare aussi à la suite, mais c'est déjà une réalité. Et c'est une réalité depuis déjà un temps certain. Gestion de l'eau, enfin, vous voyez comment tout ça fonctionne. Donc, aujourd'hui, juste pour illustrer, donc on travaille sur les sujets du grand chaud, du grand froid, donc la chaleur, les conséquences de la chaleur sur nos combattantes, sur nos combattants, les sujets d'hydratation, les sujets de charge physiologique, en fait, hein. Donc ça, et le service de santé des armées a été un peu cité. Je citerai notamment l'IRBA, qui est un de ces instituts de recherche qui nous aide vraiment beaucoup là-dessus, hein, qui est vraiment très, très pertinent là, sur ces sujets-là. Globalement, et c'est assez simple, hein, les conséquences physiques de la chaleur et de la déshydratation, bon, il suffit de se tourner vers les sportifs un peu de haut niveau. C'est assez simple. On a des schémas, bien sûr c'est caricatural, hein, mais moins 2% de votre poids en eau, c'est moins 20% de vos performances physiques, voilà, en gros. Et on est en train de regarder, avec l'IRBA, avec des experts, mais à des fins pratiques, hein, c'est les conséquences sur votre attention, votre capacité à décider, votre morale au sens capacité à agir dans l'adversité, hein. Voilà, ce genre de choses. Et ça, on y travaille avec l'IRBA.
Et encore une fois, c'est pas juste pour savoir, hein, c'est savoir pour agir, c'est comment après on peut surmonter toutes ces difficultés, si on y voit des difficultés, mais c'est aussi plein d'opportunités pour tout le monde. Parce que si on y arrive mieux que nos adversaires, vous comprenez bien qu'on y voit, nous, un facteur de supériorité opérationnelle. Encore une fois, tourner vers la mission. Okay. Donc, je vous ai parlé des soldats, de nos combattantes, hein, nos combattants. Il y a le matériel. Donc là aussi, on a des études très poussées sur les performances, la dégradation des performances liées à la chaleur. Bon, là, pas la peine d'être ingénieur, mais vous comprenez bien que, par exemple, pour les sujets de portance, un hélicoptère, il fait chaud, bon, bah, ça porte moins. Enfin, c'est juste, voilà. Et sauf que pour nous, ça a des conséquences sur la capacité d'emport, sur le temps, sur une journée ou sur une semaine où on va avoir accès à ce transport aérien qui nous facilite la vie, patati patata. Donc sur la conception de la manœuvre, enfin, vous tirez le fil et enfin, voilà. Nous, c'est pas juste un petit problème technique en fait. Voilà. La disponibilité technique, les modalités de maintenance de l'ensemble de nos matériels, hein, vous pouvez penser au gros matériel, mais aussi au petit du quotidien, enfin, tout ça a des conséquences. Sur nos infrastructures, alors on a tous nos propres vocabulaires, je vais essayer d'éviter trop d'acronymes là, mais l'infrastructure, faut penser pour nous, c'est les bâtiments, c'est nos camps d'entraînement par exemple, voilà. Donc là, c'est les risques, ça a été bien cité, inondations, sécheresse, feux de forêt, les sujets d'apport énergétique, les sujets de matériaux, enfin tout ça a bien sûr des conséquences. Et je vous ai parlé donc de nos soldats, de nos matériels, de nos infrastructures. Et il y a notre emploi change. Alors, formidable illustration. Donc, du coup, je n'irai pas beaucoup plus loin, mais sur notre emploi, effectivement, on constate, et donc ça a été formidablement mis en lumière par les travaux qui viennent de vous être présentés. Bien sûr, on est plus sollicité pour des missions, on va dire, de sécurité civile. Donc, je préciserai juste, hein, parce qu'il a été évoqué des capacités massives et capacités de répondre en urgence. Enfin, et ça a été dit, hein, on est en appui. Donc, vous voyez des militaires dans vos gares et ainsi de suite, enfin, dans nos gares. Voilà. Là, on est en appui des forces de sécurité intérieure. Voilà. On est en lutte contre le terrorisme, mais on est en appui des forces de sécurité intérieure. Sur ce qui a été décrit, on est en appui des forces de sécurité civile. D'accord ? Et finalement, on pèse peu de choses. Hein. Pour avoir quelques ordres d'idées, la brigade militaire de sécurité civile, donc il y a des militaires hein, qui aujourd'hui sont des militaires de l'armée de terre, qui sont employés par le ministère de l'Intérieur. Demain, donc leurs effectifs grossissent, ça a été dit, hein, demain, c'est environ 2000 personnes. Voilà, 2000 personnes. On a aussi la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, vous les connaissez bien, hein, Paris, voilà, environ 8000 personnes, des militaires de l'armée de terre, pour emploi, préfecture de police de Paris, on va dire ministère de l'Intérieur pour faire court. Je parle pour nos camarades marins, vous avez le bataillon des marins-pompiers de Marseille, donc en gros l'équivalent de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, mais à Marseille, enfin voilà. Je ne dois pas dire de bêtises, ils sont autour de 2400 environ. Enfin, voilà. Donc tout ça, les militaires dont c'est la mission première, c'est environ 12 000 personnes. Les sapeurs-pompiers civils, c'est environ 250 000 personnes. Donc on pèse pas grand-chose, d'accord ? Et ça, ils y travaillent au quotidien, les missions de sécurité civile. Et en plus de ça, notamment dans les périodes actuelles, les armées, sur demande du ministère de l'Intérieur, hein, c'est pas notre propre chef, hein, chaque fois qu'ils demandent, et si on est disponible, si le matériel est disponible, si nos troupes sont disponibles, on vient en appui. Voilà. Et cette mission en appui, elle est croissante. D'accord ? C'est ce qui a été évoqué. Voilà. Et donc, on s'y prépare. Concrètement, il y a un protocole qui nous lie avec le ministère de l'Intérieur, s'appelle le plan Héphaïstos, vous en avez peut-être déjà un petit peu parlé, c'est notamment pour la lutte contre les incendies, enfin les feux de forêt, et ça répond à ce qui a été présenté cette année, un peu comme en 2022, alors on ne sait pas ce que ça va être cet été, mais on a commencé plus tôt. Voilà, on a dû commencer plus tôt, donc on a mis en alerte les personnels de l'armée de terre qui est susceptible d'être employé et qui a déjà en fait été employé par le ministère de l'Intérieur dans ses missions de sécurité civile. Voilà. Et ce qui a été bien dit, en 2022, donc en gros, hein, c'est des feux plus intenses,
une période d'incendie qui a démarré plus tôt et qui s'est terminée plus tard, et une superficie en France qui a été bien supérieure à celle des années précédentes. Et on va vers une forme de généralisation de ça, enfin en tout cas d'augmentation de fréquence, c'est bien ce qui a été dit. Voilà. Emploi, j'avais dit que j'étais court, j'ai déjà été trop long. Retenez en matière de constat sur c'est déjà une réalité pour nous, c'est que c'est pas un sujet futur, c'est un de nos sujets de travaux prospectifs, je vous l'ai dit, mais c'est surtout et déjà un paramètre de planification, d'entraînement et d'engagement et de soutien pour nous. D'accord ? En fait, c'est notre quotidien déjà, les conséquences des évolutions climatiques. Après, je vais vous parler de l'adaptation, donc là un peu plus illustré, hein, l'adaptation climatique vue comme un levier d'efficacité opérationnelle. D'accord ? On s'adapte simplement pour mieux remplir notre mission. Okay, l'environnement change, je vous ai dit, c'est globalement plus exigeant. Il y a des fois où en fait ça nous facilite la vie. Je pense que, alors ça va pas être simple pour la marine, mais grosso modo, la capacité à naviguer à des endroits où on naviguait pas, ça offre des opportunités supplémentaires. Enfin, juste d'un point de vue technique, on va dire. Ça ouvre des perspectives bien supérieures. Mais enfin bon, mais globalement, c'est plus exigeant pour nous. Alors, il nous faut très simplement adapter nos forces. On adapte nos forces, voilà, et on adapte nos équipements et nos infrastructures selon ce que je vous ai décrit. Bon, adapter nos forces, en fait, c'est pas nouveau, mais on continue et on intensifie un peu. Pour vous dire, juste pour illustrer les propos, pour le grand show, on a l'école du désert à Djibouti, par exemple, hein, on va s'aguerrir individuellement, collectivement. On va s'entraîner à combattre, l'armée de terre s'entraîne à combattre, à tirer, dans un environnement, on va dire, très sollicitant en matière de chaleur. Voilà, Djibouti. Pour le grand froid, on a l'école militaire de haute montagne à Chamonix. Voilà. Je vous en reparlerai après. Il y a bien sûr Chamonix, il y a tous les terrains de jeu des Alpes, et puis bien sûr, nos soldats spécialistes vont partout avec nos partenaires, partout dans le monde, les zones arctiques, et ainsi de suite. Et on a même, je n'avais pas cité au départ, mais on a la jungle équatoriale. On est présent en Guyane, et on a un centre d'entraînement à la forêt équatoriale. Et là aussi, c'est un autre milieu, mais et c'est pas neutre pour nous, et ça rejoint un peu les études qu'on a avec l'IRBA. Vous savez, c'est chaleur et humidité. Et en fait, les sollicitations physiologiques, il y a la température, mais il y a aussi l'humidité. Et donc là, on a de jolis terrains d'entraînement, on va dire. Voilà. Donc ça, c'est l'entraînement de nos équipes. On fait évoluer nos doctrines. Je ne vais pas être trop long parce que j'ai déjà été sur pas mal de choses. On exploite ce qu'on appelle nos retours d'expérience. Hein. On est assez, voilà, on est très besogneux chez nous. Hein. On fait les choses, on regarde ce qu'on a fait, on en tire de l'expérience et on essaie d'améliorer. Une sorte de processus d'amélioration continue en gros. Hein. Voilà, quand ça marche bien. Voilà. Et donc on fait ça. Et par exemple, on est en train de regarder. J'enfonce des belles portes ouvertes, hein, mais il fait de plus en plus chaud globalement. Du coup, on s'apprête à combattre un peu plus de nuit. Voilà. Bon, c'est bête, mais après, il faut tirer le fil de tout ça, vous imaginez, en matière d'équipement et ainsi de suite. Voilà. Et on change un peu notre doctrine. Voilà. Et après, on tire aussi le fil. Travailler de nuit, c'est avec des matériels électroniques. Et là, quand on fait face à un ennemi, on va dire à parité, équipé un peu comme nous, ça ne fait pas beaucoup de différence. Quand on fait face à un ennemi moins équipé, là, ça fait beaucoup la différence, par exemple. Voilà. Bon. J'arrête là, mais à chaque fois, vous pouvez tirer le fil. Voilà. Et puis après, la prise en compte de nouvelles contraintes, ça rejoint un peu le reste, mais il y a les conditions de déploiement dans les espaces polaires. Bon, ça, je ne vais pas vous faire, vous le savez très bien, plus il fait chaud, plus on sera présent dans les espaces froids. De toute façon, l'actualité le montre, hein, donc j'ai rien à prouver. Et donc là, ça, c'est le travail avec l'armée de l'air, par exemple. Là, on fait, ça a été cité, l'A400M, là. Et donc, on a, nous, des spécialistes, je ne vous embête pas, ça s'appelle les spécialistes du génie de l'air, peu importe. C'est les gens de l'armée de terre. Et en gros, le défi, c'est faire poser un A400M sur la banquise, par exemple. Voilà. Et vous imaginez après les conséquences. On apporte des bonhommes, on apporte du matériel, on apporte, bref, voilà. Et ça, c'est un défi.
j'ai découvert voilà, que certains pays, l'Italie par exemple, était un peu en avance. Pourquoi l'Italie? Enfin, c'est assez intéressant. Bon, je comprends que l'armée de l'air, avec notre appui, c'est beaucoup impliqué et on est en train de rattraper plein de retard pour maintenant être parmi les quelques nations qui font ça. On s'appuie beaucoup sur les nations qui le faisaient déjà depuis pas mal de temps. Voilà. Et après, sur les contraintes environnementales, mais comme je citerai d'autres choses, il y a la transition énergétique et donc l'électrification, enfin ce genre de choses. On est en train de développer un Griffon, enfin peu importe, c'est un gros engin, on va dire, de transport de troupes blindées, et il est hybride au sens moteur thermique, moteur électrique. Enfin, voilà. Et on est en train de développer, enfin voilà. Si vous avez des questions, on pourra répondre, mais voilà, je ne vais pas plus loin. Adapter ensuite les équipements et les infrastructures. Bon, équipement, il y a des choses assez basiques, hein, c'est le textile. Donc ça, on travaille avec un autre service. Je vous ai parlé du service de santé des armées. On a aussi le service du commissariat des armées. Donc là, c'est pas les amendes quand on est mal garé, hein. C'est tout le soutien, en gros, on va dire, et notamment l'habillement. Et donc là, c'est des nouvelles fibres. Bon, c'est des choses que vous voyez aussi, alors à prix d'or, hein, mais dans le civil, voilà, avec des technologies très, très développées, les nanoparticules, enfin bref, il y a plein de choses vraiment très intéressantes pour nous. Et ils développent, et pour nous, ça peut faire la différence. Je pourrais parler de gestion de l'eau, c'est des choses qu'on connaît bien, parce que l'implication des armées en général, de l'armée de terre en particulier, dans les zones chaudes, aller combattre dans les zones chaudes, ça fait quand même des décennies qu'on fait ça. Voilà, et donc notre capacité à produire de l'eau potable et ainsi de suite, à la gérer cette eau potable, à préparer les besoins croissants en eau potable quand on se déploie. Enfin, on travaille là-dessus. Et puis après, des infrastructures plus résilientes. Alors là, j'ai plein d'exemples, mais j'irai à l'essentiel. C'est dès la conception. Alors, je vous ai parlé, c'est des bâtiments tout simples, des bâtiments en métropole dans lesquels nos soldats vivent, par exemple. Eh bien, les nouveaux bâtiments, il y a la circulation d'air qui est alors c'est pas nécessairement de la clim, hein, mais c'est la circulation d'air, et ça nous permet de gagner quelques degrés. Il y a aussi des expérimentations. C'est la peinture réflexive, donc ça, c'est aussi notre service de commissariat des armées qui a expérimenté ça. C'est bête, hein, mais vous imaginez un toit plat, on met de la peinture. Alors depuis les temps immémoriaux, on sait qu'il faut mettre plutôt de la peinture blanche, hein. Enfin voilà, ça renvoie plus de rayonnement, et donc ça garde moins la chaleur. Et là, on y rajoute 2-3 bricoles à base de coquilles d'huîtres. Je crois pas avoir des. Non, mais c'est vrai. Et en fait, ça augmente la capacité de rayonnement. Et comme on est, je vous ai dit, très besogneux et très pratique, en fait, on mesurait. Donc, on mesure la température sur un toit où il y a la peinture comme ça. On mesure la température sur un toit témoin où il n'y a pas la peinture. Et on mesure la température dans le bâtiment, et ainsi de suite. Voilà. Sur une année, globalement, on gagne. Quand on veut gagner des degrés en moins, on en gagne de façon très significative. Et sur des pics, notamment dans les périodes de canicule, il peut y avoir des écarts de plus de 10 degrés à l'intérieur des bâtiments. Plus de 10 degrés, vous imaginez? Voilà. C'est juste avec de la peinture sur un toit. Bon, on avait fait le truc à Lyon, et sur un bâtiment avec des toits plats. Donc, et vous imaginez, à côté, c'était juste bitumé et donc noir. Donc bon, c'était quand même mis pas mal d'atouts dans notre poche, mais ça fonctionne. Voilà. Et après, en matière d'adaptation, je pourrais vous parler de la limitation des feux de forêt dans nos camps d'entraînement, mais là, je vous en parlerai pendant des heures. En fait, là, faut imaginer. Donc encore une fois, hein, nous, c'est pas pour sauver la planète, hein. Là, nous, si on fait ça dans nos camps d'entraînement, c'est pour s'entraîner plus longtemps, d'accord? Et donc, quand il y a des interdictions d'utilisation de munitions, eh bien, on ne peut pas s'entraîner. Quand il y a des interdictions de déplacement dans le camp d'entraînement, on ne peut pas s'entraîner. Or, nous, on a besoin de s'entraîner, parce qu'on est en train de préparer la guerre. D'accord ? Et donc là, on fait feu de tout bois. Et là, tout nous intéresse, y compris la lutte contre la biodiversité. Et je ne plaisante pas. Et on s'y emploie avec beaucoup d'énergie. D'accord ? Ça a même surpris notre ministre de la Transition énergétique qu'on a invité chez nous. On a invité quelques députés. Sandrine a accompagné une députée qui était la co-rapporteuse d'un rapport de l'Assemblée nationale qui a été publié hier, hein, sur notre sujet d'aujourd'hui, en fait. Hein. Voilà.
très, très intéressant. Bon, je pourrais vous en parler, mais c'est des pâturages. Enfin, on a des têtes de bétail sur nos camps d'entraînement. Pas juste parce que ça nous fait plaisir, mais ça nous permet de limiter l'entretien et d'optimiser l'entretien pour lutter contre les feux de forêt. Enfin, vraiment, hein, c'est ça. On a des projets de biodiversité, là, pour permettre à nos soldats de s'entraîner dans des milieux naturels qui nous vont bien, d'accord. On a des partenariats avec l'ONF, là aussi, pour l'entretien de nos zones boisées. Enfin, on a des milliards de choses. Il y a la gestion de l'eau. Le camp de Cangever, c'est un peu énorme, c'est sur une colline. En fait, c'est un peu le réservoir, historiquement, hein, avant même que ce soit un camp d'entraînement militaire. C'était une zone, enfin, c'était le réservoir d'eau du coin. Voilà. Donc, on a un partenariat avec toutes les collectivités locales voisines. Et en fait, donc, on garde de l'eau pour nous, mais on donne de l'eau aussi à tout le monde. Voilà. Donc, l'objectif n'est pas de faire face au climat, l'objectif est de conserver notre liberté d'action malgré le climat. Ouais, je caricature, hein, mais voilà le point. Voilà. Oui, je vais aller très très vite. Mesures d'atténuation. Alors, c'est là où, bon, vous êtes d'ailleurs plus sensible que moi à ce sujet-là, donc on s'adapte, mais on essaie d'atténuer. Et en fait, pourquoi on s'atténue? C'est toujours finalité opérationnelle. Moi, je fais ça juste parce que je vais être plus efficace à la guerre. Voilà. C'est pas vraiment la finalité première, c'est pas réduire mon empreinte, d'accord? Bien sûr, on veille à réduire notre empreinte, mais parce que ça nous permet d'être plus efficace à la guerre. Pourquoi? Ben, c'est très simple, hein. On a un vrai sujet, par exemple, en matière d'énergie. On a des besoins en énergie croissants. Vous avez entendu parler, l'IA, on va ouvrir un centre d'excellence en France. On apporte de l'IA au plus près des combats. Et là, ça veut dire que c'est des serveurs avec des applicatifs d'IA dessus qui vont nous permettre de mieux comprendre notre environnement et de prendre des décisions plus vite, en gros. Voilà. Et ça, les serveurs, il faut de l'énergie. Avant, il n'y avait pas de serveurs. Maintenant, il faut l'énergie avec les serveurs. Et ça, c'est un vrai enjeu. Et donc, on a un sujet de sobriété énergétique. Pas juste pour sauver la planète, encore une fois, hein, mais parce que sinon, on a des flux logistiques trop importants. Et les flux logistiques, c'est une vulnérabilité pour nous. D'accord? Donc, en fait, si on met beaucoup d'énergie dans l'atténuation, en fait, c'est pour gagner en autonomie, d'accord? Et pour moins s'exposer aux menaces. Voilà pour ça. Quelques illustrations. Donc il y a un projet de la 27e brigade d'infanterie de montagne, peu importe, hein, c'est nos soldats qui sont spécialisés dans le combat en montagne, d'accord, grand froid et montagne. Et là, ils ont des détachements isolés. Il faut imaginer quelques personnes sur un col. Et là, ils ont aussi besoin d'intelligence artificielle. Comment ils font? Alors, ils se sont dit, bon, le soleil, donc un peu de photovoltaïque, il y a un peu de vent, un peu d'éolien, ok, et ça suffit pas. Et donc, pile à combustible. Donc, partenariat avec le CEA, et là, un petit appareil, trop gros pour l'instant, pas encore assez performant, mais un petit appareil pour fournir un peu d'énergie à des détachements complètement isolés. Okay, ça, on s'aperçoit aussi que l'atténuation, c'est aussi un formidable levier d'innovation pour nous, en fait, hein. On se triture les méninges là-dessus. Et ça, c'est pas un ingénieur du CEA qui a pondu ça, hein. Ça, c'est nos petits soldats qui ont eu des idées et qui sont allés voir les ingénieurs du CEA. Voilà. Parce qu'après, il y a un moment, il faut quand même savoir de quoi on parle. D'accord? Voilà. Autre exemple, je vous ai parlé un peu d'économie circulaire et je vous ai parlé de déchets. On a des vieux optroniques. Optronique, c'est quoi? Vous imaginez l'optique, une paire de jumelles, et dedans, on met de l'électronique pour améliorer plein de choses. Ça s'appelle de l'optronique, peu importe. Et dedans, il y a des matériaux un peu particuliers, notamment du germanium. Voilà. Ça fait pas partie des métaux rares, hein, germanium, mais c'est un matériau critique dans le sens où c'est stratégique et en fait, c'est verrouillé en matière d'approvisionnement. Il y a un bras de fer, notamment la Chine avec le reste du monde, et on a du mal à avoir du germanium. Nos industriels ont du mal à avoir du germanium. Et en fait, on est en train de récupérer le germanium dans nos vieux optroniques. Voilà. Donc là encore, hein, on réduit l'empreinte, on va même faire jusqu'à du recyclage, mais encore une fois, c'est pour être encore plus efficace. Et là, c'est de l'innovation dans tous les domaines. Souvent, on pense à l'innovation technologique, hein. Il y a de l'innovation technologique, hein, c'est le procédé pour retirer du germanium de ces... voilà. En plus, on y arrive à 100%, c'est juste formidable. Il y a 4 startups qui sont identifiées en France, hein, qui font ça. Oui. Je termine. Mais aussi, c'est de l'innovation administrative et financière.
on va se retrouver, nous, avec du germanium. Enfin, vous avez une administration française qui va avoir de la matière première. Comment on fait ça? Enfin, ça n'existe pas. Enfin, bref, il y a de l'innovation dans tous les domaines. C'est vraiment très, très intéressant. Voilà. Et je passe, enfin, si vous avez des questions, je passerai. Et après, une dernière illustration, ce qu'on appelle, nous, la fabrication additive. On adore les nouveaux termes un peu à la mode et ainsi de suite. En fait, vous connaissez les imprimantes 3D. Et je vous ai parlé des flux logistiques et en fait, les problèmes de vulnérabilité que ça pose. Et donc, plutôt qu'avoir des pièces de rechange qui arrivent de France, de métropole, et qui arrivent jusqu'au lieu des combats, en fait, on fabrique nos pièces de rechange au plus près, avec des imprimantes 3D. Voilà. Ça s'appelle de la fabrication additive. Je caricature un peu, mais globalement, c'est ça. On n'a pas le droit encore de tout fabriquer, parce que, bon, bref, vous imaginez tous les sujets. Dans le domaine aéronautique, on nous dit qu'on n'a pas le droit, mais on a commencé. Enfin, bref, voilà. Et donc, là aussi, il faut un peu de. J'ai plein d'autres, encore la 27e BIM sur des motoneiges électriques. Et là, ça nous apporte même des nouvelles capacités. Donc, c'est une démarche d'atténuation qui nous amène sur des nouvelles capacités. Enfin, c'est complètement fou. Enfin, c'est le cercle vertueux. Bon, général, peut-être un petit mot de conclusion. Et ma conclusion, pardon. Je suis passionné par le sujet. Je suis pas entré en religion, hein, je suis plutôt rentré en science sur le sujet, mais voilà. Donc, en gros, le changement climatique, ça modifie pas la finalité de l'armée de terre. Il modifie les conditions dans lesquelles nous remplissons notre mission. Notre responsabilité donc double, c'est adapter nos forces aux réalités physiques, aux nouvelles réalités physiques, et saisir chaque opportunité pour renforcer notre résilience. Voilà. Je terminerai avec ça. Merci et désolé d'avoir été trop long. Je crois que la durée de votre intervention n'a pas nui à à votre performance. Et puis, encore une fois, c'est très intéressant, je trouve, de montrer en quoi la logique de maintien en conditions opérationnelles et en efficacité pour l'action sur le terrain, en fait, participe des efforts d'adaptation et d'atténuation. Donc, en réalité, c'est un peu comme le paradoxe de la fable des abeilles de Mondeville. Votre vice opérationnel amène à la vertu de l'adaptation du changement climatique. Je ne le vois pas comme ça. C'est quand même ma mission première, c'est la politique publique que porte mon ministère. Ouais. Voilà, mais oui, la parole est juste. Merci beaucoup en tout cas pour votre intervention. On a peut-être une dizaine de minutes pour prendre quelques questions de la salle. Je pense qu'il y en a. Ouais, c'est fourni. Je vais peut-être commencer là-bas, s'il vous plaît. Merci beaucoup, merci à toutes et tous pour vos interventions qui étaient très intéressantes. J'aurais une question pour Sophia. Du coup, sans associer avec certitude un événement précis à l'utilisation de la géo-ingénierie, tu l'as dit, ce serait pas possible et avec tous les problèmes que ça engendre. Est-ce que sur le même modèle que la science de l'attribution pour le changement climatique, on a quand même on serait quand même capable de dire ou de modéliser l'augmentation de probabilité d'occurrence d'un événement avec l'utilisation de la géo-ingénierie? Et si on l'a déjà modélisé, est-ce que tu aurais des chiffres sur ces sujets-là? Merci beaucoup. Est-ce qu'on va prendre d'autres questions? Ok. Merci pour la question. Donc, sur la question de l'attribution, comme c'est le cas pour le changement climatique, aujourd'hui, on n'arrive pas à attribuer en fait, de manière isolée. Et c'est là tout l'enjeu. C'est là où vraiment l'instrumentalisation peut se faire. Donc, pour ce qui est des modèles et des effets sur les événements climatiques extrêmes, les données varient en fonction des modèles et des modélisations qui sont faites. Pour certains, on voit en effet que du fait de la diminution de la température moyenne globale, l'intensité des événements climatiques extrêmes dans certaines régions peut être moins importante, mais elle peut être plus importante dans d'autres. En fait, il y a une redistribution des risques qui se fait de par cette intervention sur le système climatique. Donc ça varie. Et on n'a pas, pour le coup, de consensus scientifique du tout sur cette distribution de risques, notamment sur l'occurrence d'événements climatiques extrêmes. Ce que l'on sait, c'est que les pluies intenses augmenteront par certains endroits et provoqueront donc des inondations également. Mais c'est tout. Ok, une autre question, monsieur. Merci, bonjour. Alors moi j'ai deux petites questions. Enfin peut-être que en fait je vais remettre un sou dans la machine, mais donc la première c'est à vous. Je voudrais savoir dans ce que vous avez indiqué, là c'est un peu fort, il y avait donc l'injection d'aérosol, ça représente quelque chose comme 56 millions de livres.
Bon. Alors, en regardant ce que sont les projets d'investissement, 56 millions de livres, c'est quand même pas beaucoup. Donc, ce que je me demandais, c'était quel est l'impact réel sur le changement, sur l'atténuation, le fait, la réflexion de la lumière et donc de la chaleur sur la planète de ce type d'initiative. La deuxième question, c'est à Monsieur Hardy. Alors, vous avez dit que la biodiversité, que dans certains cas, vous réduisiez la biodiversité, ce qui est... vous luttez pour la biodiversité. D'accord, alors. J'avais mal compris. Enfin, cela dit, l'idée, c'était un peu que vous en disiez un tout petit peu plus dessus, puisque, en fait, j'ai pas bien compris ce que vous entendiez par là. Voilà. Merci. Rapidement, du coup, sur les deux questions. Donc, sur l'injection d'aérosols stratosphériques, les chiffres que je vous ai montrés, c'est pas ce que ça coûterait de le mener. C'est les chiffres investis aujourd'hui dans la recherche sur cette technologie-là, son développement, la réduction des incertitudes dont je vous ai parlé. Et donc, 56 millions de livres, c'est uniquement le projet Exploring Climate Cooling qui est financé par une agence britannique. Donc, c'est uniquement un cadre de financement. Mais on a les 75 millions que j'ai mentionnés pour la start-up israélo-américaine. On a d'autres institutions qui financent, etc. Donc, par contre, si on veut parler du coût, donc combien ça coûterait en fait justement de déployer cette technologie-là, pour l'instant, les estimations tablent sur des dizaines de milliards. Donc, c'est pas énorme en fait, notamment si on pense à des fortunes telles que celle d'Elon Musk, qui est aujourd'hui trilliardaire, qui a passé la barre du trillion. Pour ce qui est de l'effet sur le climat, j'ai essayé de le dire plusieurs fois dans la présentation, mais en fait, tout va dépendre d'une part de l'objectif que vous visez, parce que vous la déployez. Est-ce que l'objectif, et c'est notamment ce que souhaite faire dans un premier temps cette start-up, c'est uniquement stabiliser l'augmentation. Donc empêcher qu'elle ne continue d'augmenter. Et en fait, l'effet va varier en fonction de ce qu'on vise. Et en l'occurrence, comment on fait varier ça? C'est la quantité d'aérosols qu'on va venir diffuser. Plus ou moins d'aérosols va produire un effet enrichissant plus ou moins important. Peut-être pour illustrer les propos. Donc, on a globalement, donc je vais vous parler de nos camps d'entraînement. Donc, on a en France, on en a ailleurs, mais on a en France des grands camps d'entraînement. Enfin, c'est des superficies vraiment importantes à Cangeers, un peu partout, en Champagne. Et donc, on a un sujet de préservation de la biodiversité dans ces camps. Donc, je pourrais vous parler Natura 2000 et ainsi de suite. Enfin, vraiment, on est très impliqué. Enfin, il faut comprendre qu'on est le premier occupant immobilier en France. Donc, à peu près 30%. 30% du patrimoine immobilier en France. Et donc, au regard, encore une fois, je vais vous parler de ma finalité opérationnelle. Moi, m'entraîner pour la guerre, j'ai des besoins. J'ai un besoin, c'est intervenir dans des milieux naturels entretenus, d'accord. Et donc là, on travaille avec les conservatoires. C'est main dans la main avec les conservatoires. J'ai des sujets avec l'ONF, choix d'essence d'arbres et ce genre de choses. Là, c'est plutôt lutter contre le risque feu de forêt. Je vous ai parlé des têtes de bétail. Cangeers, pour vous situer un petit peu, on a 13 000 têtes de bétail dessus. Voilà. C'est juste pour vous situer. Voilà. C'est rarement connu. C'est parfois un peu pesant. Vous imaginez la relation avec les agriculteurs. C'est rarement un troupeau de 13 000. C'est beaucoup d'énergie pour nous. Mais en fait, on y trouve notre intérêt. Au final, on y trouve notre intérêt. C'est l'effet sur l'entretien. On a moins à entretenir nos espaces verts avec des moutons et des chèvres. Enfin, vous imaginez. Mais c'est surtout la limitation du risque feu de forêt. Ça, on l'a mesuré en fait. On est un peu bête. Nous, on mesure et comme à la fin, ça nous intéresse. On est intéressé, on continue, on développe ou pas. Voilà. Et on fait ça. Et là, pour la préservation et l'amélioration de l'accueil. Là, on peut avoir des projets particuliers qui vont faciliter, par exemple, le fait d'accueillir des troupeaux dans nos camps. Voilà. C'est quelques illustrations. Voilà. Et après,
parfois on accompagne, on facilite des projets particuliers de nos partenaires, les conservatoires pour l'essentiel. Comme on a beaucoup de surface et que c'est la surface de l'État, il y a des fois où ils y trouvent leur intérêt, ça ne nous nuit pas trop, et comme ils nous aident par ailleurs, on les accompagne. Voilà. Là, je ne vais pas citer, mais il y a beaucoup d'exemples. Voilà. Il y a 3 semaines, l'Armée de Terre a organisé un séminaire qui s'appelait Biodiversité et préparation opérationnelle. Préparation opérationnelle, c'est notre entraînement. D'accord ? Nous, on appelle ça préparation opérationnelle, ça fait un peu riche, mais voilà. Enfin, et là, les conservatoires avec nous, c'est le CNRS avec nous. Enfin bref, c'est juste pour illustrer un peu l'action dans le domaine. Voilà. Encore une fois, tourner vers notre mission principale. Une dernière question, si... Ah bah monsieur, vous attendiez. Oui, bonsoir. Merci pour toutes vos réflexions. Moi, j'en aurais une en plus. Je voudrais savoir comment se fait-il... En fait, c'est 2 choses. Comment se fait-il que pour l'empreinte carbone des activités militaires, ce soit tellement compliqué d'avoir des chiffres, que ce soit d'ailleurs en France ou ailleurs. Et d'ailleurs, au niveau des Nations Unies, il a fallu attendre Glasgow, je crois en 2021, pour qu'on ait plus ou moins une acceptation que les activités militaires devaient également fournir des chiffres. Je vais le dire autrement. Comment se fait-il que... Je vous demanderai d'être bref, s'il vous plaît. Pardon ? La question. Bah oui, on arrive à la fin des débats, donc une question. Comment se fait-il ? Moi, je suis journaliste, je cherche des informations sur l'empreinte carbone des activités militaires. Les seuls qui me fournissent ce genre d'informations, ce sont des ONG, des petites ONG à travers le monde, notamment en Grande-Bretagne. J'aimerais savoir pourquoi il y a cette espèce d'inconnu sur le sujet que nous traitons ce soir. Oui, très brièvement, et j'en parle d'autant plus librement que c'est pas de ma responsabilité. Et donc ça va être assez simple. D'abord pour des raisons de confidentialité. Il y a le saut du secret sur nos vulnérabilités. C'est-à-dire qu'à travers ces informations-là, on s'expose. Et on n'a pas envie de s'exposer à l'excès. On s'expose déjà beaucoup, et c'est normal, c'est le travail. C'est le travail avec, je sais pas moi, le représentant de la nation au Parlement. Quand on répond aux questions qu'il nous pose, et ainsi de suite. Voilà. Après, en matière de données, je sais pas moi, lisez le dernier rapport de la Cour des comptes. Il y a des estimations qui me paraissent assez sérieuses en matière d'empreinte carbone. Voilà. Et après, encore une fois, en tout cas vu de l'Armée de Terre, sur l'empreinte carbone, il y a un sujet autour de la finalité. Encore une fois, moi, ma finalité. Et c'est pour ça que je suis payé. C'est la politique publique du ministère, c'est me préparer à faire la guerre et accessoirement gagner la guerre. Et du coup, l'empreinte carbone, là-dedans pour moi, je veux dire, comme je l'ai illustré, je l'emporte dans mon effort, voilà, à travers mes sujets d'adaptation et d'atténuation, mais c'est pas une finalité en soi pour moi. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais voilà, j'ai répondu. Donc, à mon avis, c'est secret. 2, lisez le rapport de la Cour des comptes, vous avez pas mal d'informations. Merci, mon général, pour ces ultimes recommandations. Merci à tous les panélistes. Pardon ? Moi, j'avais des questions. Ah, mais je vous en prie. Ou après, peut-être. Non, j'avais des questions pour Sophia, mais... Je pense qu'il y aura l'occasion d'échanger pendant le cocktail qui va suivre. Donc merci à tous les panélistes d'avoir participé à cette table ronde. Merci aussi à l'IRIS de nous avoir accueillis aujourd'hui dans un espace climatisé. Je crois que tout le monde s'en réjouit dans cette salle. Merci aussi à l'Observatoire pour ces 10 années passées. Donc je pense à toi, Mathilde, co-directrice, Éléonore,
J'oublie pas Juliane aussi, qui a intensément travaillé, Sophia, qui participe au comité scientifique, et à tous les autres. Donc évidemment, cette coopération fructueuse que on souhaite poursuivre à la Direction générale des relations internationales et de la stratégie, la DGRIS, dans les années qui viennent, parce que les sujets qu'on a abordés aujourd'hui sont prégnants et vont continuer à nous occuper pendant un certain nombre d'années. Et en tout cas, dans les 10 dernières années, je trouve qu'on a réussi collectivement à placer un certain nombre de sujets dans le débat public, y compris des sujets plutôt techniques, et de faire advocacy, comme on dirait en français, sur ces sujets de sécurité climatique qui, au départ, n'étaient pas si intuitifs, ni sur le premier plan de la scène. C'est la clôture des travaux de l'Observatoire, mais pas tout à fait, parce que j'annonce quand même quelques notes à venir dans les mois et semaines qui viennent, notamment en juillet. Une note portera sur les changements climatiques et la Russie. Je pense que ce sera intéressante à lire. En septembre, on prévoit une autre note sur la Caraïbe insulaire et la compétition de puissance dans le domaine du HADR. Donc, sujet qui a été esquissé aussi par Éléonore tout à l'heure. Et puis enfin, on aura la chance, puisque le sujet intéresse, d'avoir une actualisation d'une note sur la géo-ingénierie solaire avec Sophia à la rentrée pour justement prendre en compte tous les enjeux que tu as évoqués aujourd'hui avec nous. Et côté événements, on compte s'investir dans un certain nombre d'événements dans les prochains mois qui font écho avec les discussions qu'on a eues tout au long de l'après-midi, en particulier à New York, lors de la New York Climate Week, qui se tiendra la même semaine que la semaine de haut niveau, c'est-à-dire au moment de l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre, et probablement la Berlin Climate Security Conference en octobre prochain. Et sur ce, je vous propose chaleureusement des rafraîchissements. Bonne fin de journée.